toujours sa place, hein, globalement. Je suis bien d'accord. D'autres questions? Oui? Je vous écoute. Oh, je vous écoute. Alors, moi, j'entends pas à distance Je s'il vais y a te une donner la question question qui… après. Oui. Alors, Sophie, la question, elle est autour de l'asthénie spécifique induite par le luspatercept, indépendamment de la réponse. Comment tu gères ça et qu'est-ce Ah que oui, tu en penses? tout à fait. Très bonne question, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on vit un petit peu au jour le jour avec certains patients. Alors après, tu pourras me dire aussi ton expérience, Lionel, mais globalement, les patients à qui on introduit le luspatercept un peu tard, qui sont déjà dans nos hôpitaux de jour à être transfusés régulièrement, ben, ceux-là, ils vont pas très bien répondre et malgré la croissance de dose, ben, en fait, ces patients ne sont pas en très bonne réponse. Et effectivement, ils se plaignent hein, de l'asthénie induite par le luspatercept qui ne semble pas être corrélé aux chiffres d'hémoglobine. Ils disent clairement que ça change par rapport à la transfusion. Donc après, est-ce que c'est cytokénique ou autre? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est effectivement clairement des doléances que les patients font remonter chez ceux qui ne répondent pas. Et même Lionel, chez tu ceux qui as la même répondent. expérience? Oui, alors c'est vrai qu'il y a un effet secondaire du luspatercept, vous l'avez bien décrit, c'est la fatigue, ce qui est tout à fait paradoxal. C'est-à-dire qu'il y a certains patients qui montent leur taux d'hémoglobine et qui pour autant sont aussi fatigués que s'ils avaient 7 grammes. On ne sait pas très bien le gérer pour le moment. Ça a l'air de disparaître dans mon expérience avec le temps, mais ce n'est pas une certitude, ce que je suis en train de vous dire. D'autres Et questions? alors, surtout pour les patients qui sont en échec, là, on force plus la croissance de dose, après on arrête. Hein. Tout à fait. Vraiment, cette fatigue semble assez quand même invalidante. Bah, écoute, Mais après, si les luspatercept, on va dire, remontent les lignes et puis qu'on obtient, on va dire, une indépendance transfusionnelle ou du moins une réponse érythroïde assez précocement, je pense que ça ne devrait pas être un problème. merci beaucoup, Sophie. On va avancer dans notre programme. Et donc, je prends la place de Thomas Cluzot. Oh, pardon, il y avait une autre question pour Sophie. Pardon, excuse-moi, Sophie, tu es encore là? Oui, oui, c'est bon. Comment gères-tu la neutropénie des SMD de faible risque, Sophie? C'est ça la question. Alors, quand elle est asymptomatique, pas de problème. On la regarde seulement et puis vous faites seulement les prises de sang. Par contre, quand effectivement elle est symptomatique, éventuellement on peut administrer un peu de GCSF à petite dose, plutôt du granulocyte 13 pédiatrique 3 fois par semaine pour éviter les à-coups du Neupogène 30 ou 48 peut entraîner une hyperleucocytose. Bon, ce coup-ci, on te libère vraiment, Sophie. Merci beaucoup. Ok, allez, bon après-midi, Merci bonne à toi fin également. de séance. Donc, moi, je vais vous parler du traitement des SMD de haut risque. En fait, la problématique très essentielle, on a un peu abordé ça, cette problématique ce matin, on dit le traitement des faibles risques, le traitement des hauts risques, mais comment on définit ce qu'est un haut risque et ce qu'est un faible risque? Et vous voyez on peut parler ce matin, c'est pas aussi clair que ça. Alors, une des manières assez simples, finalement, c'est le pourcentage de blast. C'est-à-dire que plus ça ressemble à une leucémie aiguë, plus ça doit être de haut risque, et moins ça ressemble à une leucémie aiguë, plus ça doit être de faible risque. Et il y a ce cut-off qui est habituellement utilisé de 10% pour définir une maladie plus agressive de haut risque et puis une maladie moins agressive de faible risque. Mais je voudrais juste attirer votre attention pourquoi il y a toutes ces histoires autour de la blastose médulaire et de ces variations de la définition de ce que c'est une leucémie aiguë avec, moi, quand j'ai commencé l'hématologie, c'était un cut-off à 30%. Maintenant, c'est un cut-off à 20%. Il y a des gens qui discutent le fait de mettre un cut-off à 10%. Mais est-ce que ça a vraiment du sens? Et pourquoi on tourne autour de ça? Et je vous ai mis un truc là qui est purement d'ordre statistique, qui s'appelle l'étape de Rumke. Et quand vous prenez un cut-off de blast à 20%,
en fait, les cytologistes, ils ne vous donnent jamais les cartes types de leur compte. Là, ils devraient. Parce que s'ils ont compté 100 cellules, ben, en fait, quand ils vous disent 20%, ça veut dire que c'est entre 13 et 29. Donc, c'est entre un SMD et une ELAM. Mais quand bien même ils en auraient compté 500, vous voyez que l'écart type, il reste quand même tout à fait significatif, puisque ça veut dire que, en fait, on voudrait vous répondre 20%, 16, 23. Et donc, d'un côté, vous avez un SMD, de l'autre côté, vous avez une ELAM. Donc, on voit bien les limites du truc pour différencier un SMD. Alors, quand il n'y en a pas du tout, oui, très bien. Quand il y en a beaucoup, oui, très bien. Mais quand on est sur des petits chiffres du genre 10%, 8%, ben, ce n'est pas très, très clair. Est-ce que 8% c'est 12 ou est-ce que 12% c'est 7 on a un intervalle de confiance qu'il faut savoir connaître. Donc, les blasts, c'est pratique, c'est pas mal, mais ça ne dit pas tout. La deuxième chose, et elle vous l'a présentée ce matin, c'est est-ce que les classifications que l'on a, mais qui reposent sur la cytologie et la cytogénétique, nous permettent de nous aider? Alors, je ne vais pas refaire le topo qui a été fait ce matin, mais c'était plus simple en 76. Il y avait 2 groupes de SMD. Et puis, progressivement, avec les différentes classifications, ça s'est complexifié jusqu'à arriver à cette nouvelle classification qui vous a été présentée par Oriane ce matin. Est-ce que c'est une classification pronostique? Pas tellement. Alors oui, dans certaines mesures, c'est-à-dire que vous avez des SMD avec mutation biallélique de TP53. Là, on sait plutôt qu'on est sur des formes agressives de la maladie. Des SMD sans blast avec SF3B1. Là, on sait plutôt qu'on est dans le faible risque. Mais pour le reste, ou quand il y a des excès de blast, mais pour le reste, ce n'est pas très, très clair si on peut l'utiliser comme valeur pronostique. Et donc, du coup, on s'est calé sur les scores pronostiques pour définir ce qui était un haut risque, ce qui était un faible risque. Et je vous l'ai dit, je ne vous l'ai pas représenté ici, on a commencé par le score IPSS. Là, je vous ai présenté le score IPSS révisé. Donc, le score IPSS, publié en 98, qui tient en compte les cytopénies, le cariotype, défini de manière un peu rustique, pas beaucoup de groupes, 7 groupes, et puis la blastose médulaire. Et avec ça, on avait 4 groupes de malades, de faible risque à haut risque, et puis on avait l'habitude de les regrouper 2 par 2. Les deux groupes de faible risque qu'on appelait syndrome myélodysplasique de faible risque, et puis les 2 groupes de haut risque qui étaient intermédiaire 2 et high en SMD de haut risque. Et en fait, toute la discussion qu'on a sur aujourd'hui, traitement des syndromes myélodysplasiques de faible risque, traitement des syndromes myélodysplasiques de haut risque, elle provient de cette classification de 98. Et toutes les AMM, elles ont été enregistrées sur cette classification de 98. Mais depuis, il y a eu une classification en 2012, il y a eu une classification, une nouvelle qu'on vous a présentée ce matin en 2020. Donc, il y a une nouvelle stratification, mais qui n'a pas été utilisée pour les enregistrements des molécules. Donc, on ne se retrouve pas toujours à parler de la même chose. Cette classification IPSS révisée, on vous l'a présentée ce matin, elle tient compte de la blastose. Alors, vous voyez que déjà, on a un problème, c'est qu'on se retrouve avec des petits chiffres de blast. Entre 2 et 4%, vous êtes d'un côté, et puis ici, vous avez 5%, vous marquez 2 points. Si vous reprenez la figure que je vous ai montrée tout à l'heure sur l'écart type dans le décompte des blasts, vous voyez que quand le cytologique répond 4 ou répond 5, vous prenez 2 points dans la vue. Est-ce que c'est aussi précis que ça? Est-ce que c'est mesuré au pied à coulisses? Alors, c'est certain que c'est vrai sur des grandes cohortes, mais à l'échelle individuelle, le décompte des blasts, surtout lorsqu'il est aussi précis, ce n'est pas si simple. Les cytopénies, ça c'est à peu près clair. Et le cariotype, là, il n'y a pas d'écart type. Vous avez ou vous n'avez pas une anomalie cytogénétique. Et avec ça, des courbes de survie ou d'évolution en leucémie qui sont bien différentes, avec des courbes de survie plutôt favorables et des courbes de survie extrêmement défavorables pour les patients atteints de SMD de haut risque. Je vous ai dit, les AMM, 4 groupes. Là, nouvelle classification, 5 groupes. Alors, c'est bien, mais ces deux-là, on peut considérer que c'est des hauts risques. Ces deux-là, on peut considérer que c'est des faibles risques. Mais ceux-là, alors pendant des années, on les a mis dans les hauts risques en disant, bon, ça, c'est des SMD de haut risque, leur courbe de survie n'est pas terrible. Leur risque évolutif en leucémie aiguë, vous voyez que quand même, il n'est pas tout à fait pareil que celui des très hauts risques. Mais enfin, bon, par habitude, on les a rangés dans les SMD de haut risque. Néanmoins, c'était un apport par rapport à ce qu'on avait avant, parce que quand on regardait comment étaient classés les patients par le score habituel, l'IPSS conventionnel, et on pouvait reclasser des patients avec ce score-là. Et on voit que parmi les syndromes myélodysplasiques de faible risque tels qu'on les identifiait avant, eh ben, il y avait effectivement des patients de très faible risque ou de faible risque, mais on avait aussi les patients qui étaient plus agressifs, avec des scores intermédiaires ou élevés.
Ça veut dire qu'il y avait une petite proportion de ces patients de très faible risque qui étaient mal classés par la précédente classification et que peut-être que leur pronostic aurait été différent si on les avait traités comme des hauts risques, si on les avait reconnus comme tels. C'est encore plus marquant pour les SMD de faible risque, mais qu'on appelait intermédiaire 1 selon l'autre classification. Et vous voyez que là-dedans, il y a des syndromes myélodysplasiques de faible risque avec la nouvelle classification, mais il y a aussi une large proportion de patients dont le devenir va être beaucoup plus agressif. En d'autres termes, plus on affine notre classification et notre outil pronostic, plus on est capable, au sein des différents groupes, de mieux déterminer quel est le pronostic des patients et du coup de savoir si on est en face d'un SMD de faible risque qui doit justifier d'un traitement par EPO, luspatercept, etc., comme vous en a parlé Sophie, ou alors une maladie qui est plus agressive que ne laisse penser sa classification habituelle et mérite un traitement peut-être plus agressif jusqu'à la greffe de moelle. Alors, on en a parlé ce matin aussi. Est-ce que les mutations peuvent apporter un plus dans la discrimination de ce qui est un faible risque d'un haut risque? Olivier Cosmider en a beaucoup parlé ce matin. Et globalement, il y a des mutations qui aggravent le pronostic de ces patients-là, les mutations d'ASXL1, de RUNX1, de TP53, etc. Et puis, des mutations dont on sait qu'elles sont plutôt très favorables, comme ici les mutations de SF3B1. Quand vous avez une mutation isolée de SF3B1, le pronostic est plutôt favorable. Les patients évoluent moins en leucémie aiguë. Et puis, à contrario, quand vous avez des mutations de TP53, eh bien, le pronostic est bien plus grave. Et c'est ce que vous a raconté ce matin, Olivier. Mais en fait, plus on fait des travaux, plus on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça à chaque fois. Et dans ce papier d'Elsa Bernard, qui a été des deux papiers d'Elsa Bernard, un dans New England et l'autre dans NatMed, elle a montré ce que vous a montré ce matin, Olivier, c'est-à-dire que ce n'est pas la mutation de TP53 quand elle est isolée qui a un impact, c'est le fait d'avoir une double mutation ou une délétion 17P et une mutation de TP53 qui impacte le pronostic, alors que les mutations isolées de TP53, quand il y a une activation d'un seul allèle, finalement, leur survie, elle est similaire aux autres. Premier point de subtilité. Deuxième point de subtilité, les mutations de SF3B1 qui sont associées au sidéroblastique et qui sont réputées de bons pronostics, là-dedans, il y a quand même des sous-groupes. Et il y a des patients, quand ils ont SF3B1 et une mutation de TP5, une délétion 5Q isolée, c'est la courbe rouge. Leur pronostic n'est pas aussi bon que cela. La courbe verte, c'est quand vous avez une mutation de SF3B1 et puis d'autres mutations dans ces gènes-là, eh bien, la survie n'est pas aussi bonne que cela. Alors que les patients SF3B1 isolés, c'est la petite courbe violette, ils ont un pronostic plutôt favorable. Alors, on n'en est pas encore à décider si ces patients-là, on doit les considérer comme étant de haut risque, mais enfin, leur survie, elle n'est quand même pas extraordinaire. Donc, ils sont réputés de bons pronostics parce qu'ils sont SF3B1, mais il y a une subtilité dont il faut tenir compte. Et peut-être à un moment, quand il faudra décider d'une prise en charge thérapeutique à l'avenir, et notamment de savoir si un patient est candidat ou pas à une greffe de moelle, tenir compte de ces facteurs qui sont associés. Et tout ça a été mis en musique, ce que vous a présenté Olivier ce matin. Je vais beaucoup répéter finalement ce qu'il a dit, mais c'est pour le mettre en perspective avec les traitements, avec le score IPSS moléculaire, qui définit cette fois-ci 6 groupes, en tenant compte de la blastose, des cytopénies et puis de tout ce profil mutationnel dont il vous a parlé. Alors voilà ce que je suis censé parler après cette très longue introduction, c'est qu'est-ce qu'on a comme traitement. Donc je vous ai montré qu'on avait pas mal de moyens de classer ces patients SMD de haut risque et on doit tenir en compte beaucoup de facteurs, le type de SMD, la cytogénétique, les cytopénies, le profil mutationnel, puis des trucs qui sont liés au patient aussi, son âge, son état général, ses comorbidités, l'environnement social et puis éventuellement son choix. Donc on a beaucoup de paramètres dont il faut tenir compte, mais finalement, on a beaucoup de paramètres, mais on n'a pas beaucoup de médicaments. Donc finalement, au final, on se retrouve avec quoi comme stratégie thérapeutique? On se retrouve avec cette stratégie thérapeutique qui a été publiée il y a maintenant quelques années et qui est malheureusement toujours à peu près valable. C'est les recommandations du groupe européen, enfin c'est un groupe mondial en fait, qui s'est attaché à émettre des recommandations qu'ils avaient publiées dans Blood à l'époque. Et vous voyez que déjà, ça repose sur la classification IPSS classique, celle que je ne vous ai même pas présentée. Et qu'est-ce qui est dit? Finalement, on a l'impression que c'est très
qu'il y a plein de possibilités différentes, mais finalement, on en arrive toujours, quand on regarde à la ligne de traitement, azacitidine, greffe de moelle et un peu de chimiothérapie. Donc finalement, on en arrive à Vidaza et ou greffe de moelle et éventuellement la chimiothérapie. Je vais évacuer tout de suite la problématique de la greffe de moelle parce que vous allez avoir un topo là-dessus par Marie Robin juste après. Il n'y a pas un papier de SMD de haut risque qui ne commence pas par le seul traitement curatif du syndrome myélodysplasique est la greffe de moelle. C'est tout à fait vrai. Néanmoins, ça s'adresse qu'à une toute petite proportion de patients. C'est-à-dire qu'il faut y penser toujours, mais finalement, dans la réalité, on greffe. Les gens pessimistes comme moi diront 10%, les gens très optimistes comme d'autres centres de SMD diront 20%, mais en fait, la majorité des patients ne sont pas greffés. Donc certes, c'est le traitement curateur, mais la plupart des patients n'en ont pas. En général, je fais une blague en disant que les papiers de diabéto ne commencent pas par le traitement curatif du diabète et la greffe d'îlot de pancréas. C'est vrai, mais enfin, en attendant, il y a d'autres thérapeutiques à envisager. Alors, je ne vous parlerai pas donc de la greffe. La chimiothérapie. Alors, je vais quand même faire un petit mot sur la chimiothérapie intensive. Avant qu'on ait les agents hypométhylants, on n'avait pas grand-chose. Et finalement, les patients recevaient soit rien, soit de la chimiothérapie à faible dose, de la racétine sous-cutanée, qui était une invention française et qui s'est expandue à travers le monde, ou alors de la chimiothérapie intensive de leucémie aiguë, un 3+7, parce que finalement, ça ressemblait un peu. Et est-ce qu'il y a encore un rôle là-dessus? Peut-être. Peut-être, il y a encore une place, moi j'en suis bien convaincu, pour la place de la chimiothérapie, même si il n'y a pas d'essai randomisé qui prouve qu'il faut faire de la chimiothérapie ou pas. Néanmoins, avant qu'on fasse des hypométhylants, on faisait beaucoup de chimiothérapie, ou en tout cas on rapportait beaucoup de chimiothérapie ou des résultats de chimiothérapie. Donc ça, c'est des vieilles études, mais qu'est-ce qu'elles montrent? Alors, c'est que des papiers qui ont traité des patients SMD avec de la chimiothérapie. Déjà, on voit que c'est des gens jeunes. Ce n'est pas une population de SMD. D'habitude, ils sont plus âgés que ça. Là, on voit que des médianes d'âge à 54 ans. Bon, j'accepte celui de 71 ans du MD Anderson, la Cantardian, mais le reste, c'est quand même des populations plutôt jeunes. Néanmoins, des taux de rémission complète qui ne sont pas du tout ridicules, qui sont d'un peu plus d'un patient sur deux. C'est toujours des populations un petit peu sélectionnées. C'est moins bien que dans la leucémie aiguë, mais ce n'est pas ridicule comme chiffre. Et puis, des survies qui sont de l'ordre d'1 an en médiane, qui sont bien inférieures à celles qu'on observe dans les leucémies aiguës. Donc, on a moins de rémission complète, des durées de rémission complète qui sont moins longues, des survies qui sont moins longues, mais des résultats qui ne sont pas totalement indécents. Et dans l'essai Princeps, c'est bizarre que ça arrive là, ça. Dans l'essai Princeps qui a fait l'AMM du Vidaza, les patients, ils étaient randomisés Vidaza ou le choix du clinicien. Et à cette époque-là, le choix du clinicien, c'est les 3 que je vous ai donnés tout à l'heure. Rien, enfin transfusion, aracitine à faible dose et chimiothérapie intensive. Donc, il y a quelques patients qui ont reçu de la chimiothérapie intensive. Et donc, si on compare, on n'a pas le droit de le faire, mais on va quand même jeter un œil. Vidaza à chimiothérapie intensive dans ce papier, vous voyez qu'il y a plus de rémission complète. Ce n'est pas significatif. Hein, tout ça est purement numérique. Il y a 40% de rémission complète, il y a 36% de rémission complète contre 29, 40% de réponse contre 29. Donc, un peu plus de réponse avec la chimiothérapie intensive et pas de différence en termes de survie. Il y avait 25 mois contre 15 mois, pas de différence significative. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire de la chimiothérapie quand on peut faire du Vidaza, ça veut dire juste que ça peut être un traitement. Et récemment, pour vous dire que c'est quand même encore un sujet à l'ordre du jour, le MD Anderson au Texas a publié ses données rétrospectives en comparant, ce qu'on n'a pas vraiment complètement le droit de faire, les SMD qui avaient reçu de la chimio ou des agents hypométhylants. Et qu'est-ce qui ressortait? C'est que les patients qui avaient reçu de la chimio, ils vivaient beaucoup plus longtemps que ceux qui avaient reçu des hypométhylants. Alors, bien sûr, ce n'est pas un essai randomisé, hein, d'accord? Donc, il y a un biais de sélection qui est considérable. Et parmi les patients qui avaient reçu de la chimio, c'était des patients jeunes, des patients à cytogénétique favorable, des patients qui ressemblaient énormément à des LAM sur les caractéristiques ou des LAM favorables. Et donc, forcément, ça induit un biais. Ce n'est pas pour comparer l'un à l'autre, c'est juste pour dire qu'avec la chimiothérapie intensive, on n'arrive pas à des courbes de survie qui sont ridicules. Et donc, il faut savoir y réfléchir de temps en temps, notamment quand on veut amener les patients à la greffe. Ce n'est peut-être pas une stratégie inintéressante. D'autant moins intéressante que, comme vous le savez, il y a des petits sous-groupes de LAM,
d'anomalies de LAM qu'on retrouve également dans les SMD parfois. Les mutations de NPM1, qu'on va retrouver un petit peu plus dans des formes un peu monocytaires, mais quand il y a une mutation de NPM1 dans un SMD, qui aujourd'hui, selon le LN, la classifie en LAM d'ailleurs, eh ben, la chimiothérapie donne d'assez bons résultats. Pareil, quand il y a une délétion 5Q et qu'on rajoute du lénaludomide, mais ça, c'est plus une expérience dans le cadre d'un essai clinique qu'on avait fait, on ne peut pas le recommander. J'en termine avec la chimiothérapie pour dire qu'est-ce qu'on a comme nouvelle molécule en chimiothérapie intensive. Eh ben, il y a le CPX 371, qui est cette formulation liposomale du 3+7 et qui a une AMM dans les LAM défavorables, puisqu'elle avait montré sa supériorité en termes de survie, notamment post-greffe, comparé au 3+7, chez des patients atteints de LAM avec caractéristiques, on va dire, défavorables. Et il y a eu des essais dans les SMD, un essai qui a été conduit par notre groupe qui évaluait donc ce CPX dans des SMD de haut risque à la place du Vidaza en première ligne, avec des taux de réponse, alors suivant qu'on prenne telle ou telle classification, mais disons qu'un patient sur deux obtenait une rémission complète. La plupart des patients, sauf un, avaient une diminution tout à fait significative de leur blastose médulaire, la moitié étant en rémission complète, que sur les 31 patients, 29 ou 30, je ne sais plus, ont pu être allogreffés, et vous avez la courbe de survie ici. Alors, on est bien sûr sur une étude de phase précoce, il y a encore peu de malades, mais ça reste une approche intéressante, néanmoins réservée à un nombre extrêmement limité de malades. Alors, qu'est-ce qu'on a pour tous les autres? Qu'est-ce qu'on a pour tous les autres? On a les agents hypométhylants. On a les agents hypométhylants sur la foi de cette étude dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui randomisait pour les SMD de haut risque, soit le Vidaza, soit les 3 thérapeutiques dont je vous ai parlé, soins de support avec transfusion, aracitine à faible dose ou chimiothérapie intensive. Et comme vous le voyez, un avantage assez net en survie, un gain de 10 mois, ce qui est énorme. Hein. Les études de cancérologie, d'habitude, c'est des gains de quelques semaines. Là, on avait quasiment il y avait presque 1 an de gain de survie pour les patients traités par agent hypométhylant par rapport aux patients traités par soins conventionnels, ce qui a abouti en Europe à l'AMM des agents hypométhylants pour les SMD de haut risque. Je fais un petit coq à l'âne. Aux États-Unis, les agents hypométhylants, ils sont approuvés pour les syndromes myélodysplasiques, faible risque, haut risque, ce que vous voulez. En Europe, et particulièrement en France, ils sont approuvés que dans les SMD de haut risque sur la foi de cette étude. Néanmoins, ça marche, mais quand on regarde un peu dans le détail, d'abord, on a été surpris parce que les hématologues à l'époque, et moi le premier, personne ne pensait qu'avec un taux de rémission de 17%, on pouvait avoir un avantage en survie. C'était assez illusoire de penser qu'avec aussi peu de rémission complète, on pouvait avoir un avantage au survie, ou surtout aussi net. Et bien, c'est le cas. Et c'est dû à quoi? C'est dû à ça. C'est-à-dire qu'un patient sur 2 obtient ce qu'on appelle une amélioration hématologique, c'est-à-dire une correction de ses cytopénies, toute ou complète, hein, ça ne touche souvent pas les neutrophiles, mais une amélioration érythroïde, vous voyez, à 40%, une amélioration plaquettaire, 1/3 des cas, et une amélioration dans les neutrophiles, vous voyez, c'est beaucoup plus rare. Et c'est cette amélioration hématologique qui donne vraisemblablement cet avantage en survie. La deuxième chose, c'est que la maladie apparaît comme mise sur pause. C'est-à-dire qu'il peut rester des blastes, mais la maladie évolue peu ou évolue moins vite. Et donc, c'est peut-être aussi comme cela que ça marche. Néanmoins, on se retrouve avec une problématique, c'est qu'il n'y a que la moitié des patients qui y répondent. Ça, c'est un problème. La deuxième chose, c'est que tous les répondeurs finissent par perdre leur réponse. Et donc, du coup, il n'y a pas de survivants au long cours. C'est toujours un petit peu gênant. Et quand on regarde les patients qui ont perdu leur réponse, non, c'est les patients traités par agent hypométhylant mais qui ne sont pas allogreffés, vous voyez qu'à 60 mois, il n'y a plus que 4% des patients qui sont encore là. Donc, ce n'est pas un traitement curateur. Vous avez gagné en survie, vous avez freiné l'évolution de la maladie, vous l'avez freiné, mais vous ne l'avez pas évité. Et on n'a pas réellement de patients qui puissent espérer être guéris avec ce type d'approche. Ça dit à peu près la même chose. Donc, je vais le passer. Il y a même des gens qui ont regardé, vous savez que c'est très à la mode, quand vous avez une AMM, d'aller regarder quels sont les résultats dans ce qu'ils appellent la vraie vie. Donc, la vraie vie, c'est en dehors des patients des essais, des patients beaucoup moins sélectionnés, etc.
Et le groupe espagnol avait même regardé, et eux, dans leur étude rétrospective, mais sur une série tout à fait raisonnable de patients, 250 traités par Vidasa et 800, au total de 800 patients, ben, eux, quand ils comparaient ce qu'ils faisaient avant à ce qu'ils faisaient maintenant, ils ne trouvaient pas réellement d'avantage en survie chez les patients traités par agent hypométhylant par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Il faut interpréter ces données avec beaucoup de précautions. Il y a un biais de sélection évident. Vous ne traitez pas les mêmes patients avec hypométhylant, avec chimiothérapie, avec rien. Donc voilà, mais quand même, ça ouvre un peu l'esprit à des réflexions autour de cette thérapeutique. Donc on a pas mal de limitations autour de ce traitement. Alors il ne faut pas trop les survendre, ces limitations, parce que c'est le seul traitement que l'on ait à l'heure actuelle. Donc la moitié des patients répondent. C'est très lent d'obtenir une réponse. Hein, j'ai fait sauter la diapo, je ne sais pas pourquoi, mais il faut au moins 6 cycles, c'est-à-dire 6 mois de traitement avant de dire que le patient ne répond pas, sauf s'il progresse ouvertement. Donc, c'est compliqué. On n'a pas de marqueur. Je ne vous ai pas mis de diapo qu'est-ce qui permet de prédire la réponse. Ben, on ne la connaît pas. Donc, c'est un petit peu embêtant. Et puis, on se retrouve avec une médiane de survie qui va être variable dans les études, mais de 1 an, 2 ans, ce qui, quand même, pour une maladie qui touche en médiane des patients de 65 à 70 ans, ben, ça reste un petit peu court. Et donc, il y a eu beaucoup de tentatives d'essayer d'améliorer ces résultats. Et ce qui a été fait, c'est ma dernière diapo, ou quasiment, c'est que pendant des années, on s'est dit, bon, ben voilà, on a un traitement de référence qui est les agents hypométhylants. On va faire dans les SMD comme on a fait dans les hémopathies lymphoïdes, c'est-à-dire qu'on va on va rajouter notre nouvelle molécule, par exemple dans le myélome, on rajoute la nouvelle molécule au traitement de base que l'on a, on fait d'Exa, Rev, Dara, Rev, Dex, etc., etc., etc. Donc on va faire ça. Pas plus con que les gens qui s'occupent du myélome quand même. Bah si, en fait. Parce que pour le moment, ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'on a fait Vidasa plus toutes les molécules qu'on avait à notre disposition. Et à ce jour, dans toutes les études randomisées qui ont été publiées, présentées, affichées, etc., ça a systématiquement conduit à l'échec, à l'absence de supériorité des molécules qu'on a étudiées par rapport au traitement par Vidasa seul. Marie Seber, tout à l'heure, vous fera un topo sur les médicaments en cours d'évaluation et les nouvelles thérapeutiques. Les choses sont probablement, et on l'espère, un peu en train de changer. Mais aujourd'hui, tout ce qui a été fait n'a pas marché. Pourquoi On ne sait pas très bien. Peut-être que c'est parce qu'on avait des mauvais médicaments. Peut-être qu'on peut dire que ces médicaments, ils ne marchaient pas. Mais enfin, on en a essayé beaucoup. C'est comme pas de bol que tous ces médicaments ne marchent pas. Deuxième problématique, quand vous utilisez du Vidasa, vous êtes déjà à la dose maximale tolérable de ce qu'un patient est capable de supporter en termes de cytopénie, en termes de transfusion, en termes de risque infectieux. C'est déjà assez lourd, même si c'est semi-ambulatoire, mais les patients sont beaucoup hospitalisés. Quand on rajoute par-dessus une autre molécule qui va arriver avec ses propres effets secondaires, eh bien, l'accumulation d'effets secondaires chez les patients, chez des patients âgés, eh bien, finalement, peut empêcher les patients de recevoir le traitement. Donc, c'est l'une des raisons probablement pour lesquelles ces traitements n'ont pas été efficaces. Et voilà un petit peu ce que je voulais raconter sur les traitements des SMD2 au risque. Aujourd'hui, on est un peu bloqué entre les hypométhylants et la greffe, qui ne sont pas deux choix exclusifs. D'ailleurs, on peut faire hypométhylant suivi de greffe. Une petite place par la chimiothérapie, probablement pour les patients les plus favorables, à cytogénétique favorable, jeunes, vraisemblablement en bridge, en lien vers l'allogreffe, et beaucoup d'espoir dans des études que vous présentera Marie Seber tout à l'heure, avec des nouveaux médicaments qui vont arriver. L'un d'eux, c'est le vénétoclax, comme dans les LAM, mais on n'a pas d'AMM, mais beaucoup d'études qui semblent assez